Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT des territoires et à 8h après la météo, on la regardera attentivement à cause des inondations. Nous aurons territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères qui sera notre invité. Voilà, et puis enfin troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et sénatoriale. Tout de suite, c'est le JT des territoires, je vous y retrouve dans un instant. Intempéries dans l'Aude, alerte rouge depuis ce matin en raison des fortes pluies qui s'abattent sur le département. Un mort confirmé et 2 disparus. Le bilan est également d'une personne blessée dans l'effondrement d'une maison. La préfecture suspend tous les transports scolaires ce matin et cet épisode devrait continuer jusqu'à 11h. Voilà, on y reviendra dans la météo des territoires tout à l'heure, après la première partie de cette émission, juste avant 8h. Nous vous en parlons presque tous les jours dans le journal des territoires. La sécheresse inquiète. Vous ne l'avez sans doute jamais vu comme ça et pour cause, le lac d'Annecy n'a pas été aussi bas depuis 1947. Le niveau de l'eau a diminué de plus de 60 cm par rapport à sa hauteur habituelle, alors que le département est toujours placé en alerte renforcée pour cause de sécheresse. Ce lac pourrait encore voir ses eaux baisser. Victoria Lopez a rencontré les acteurs de la gestion du lac. Reportage pour 8 Mont-Blanc. 18 cm, c'est le niveau qu'a atteint le lac d'Annecy en ce début d'automne. Principale cause de cette baisse, presque inédite et impressionnante, un épisode de sécheresse intense et durable qui s'est installé en Pays de Savoie depuis le début de l'été. On a eu un été très chaud, avec des températures caniculaires pendant de nombreux jours. Et en plus, on a eu une absence de précipitations ou des précipitations très très faibles depuis la mi-juin. Donc l'un dans l'autre combiné, on a le niveau du lac qui a fortement baissé parce que les cours d'eau qui sont alimentés notamment par les pluies sont devenus à des débits très très faibles. Donc n'alimentent plus vraiment le lac, ne jouent plus tout à fait leur rôle. Et en même temps, on a eu beaucoup d'évaporation pendant les 3 mois d'été, qui fait que naturellement le niveau aussi a baissé. Au-delà des phénomènes météorologiques, l'homme agit sur le niveau de l'eau. Si l'État est propriétaire du lac, la ville gère les vannes régulant les débits sortants. Les barrages situés sur les canaux du Thiou et du Vassé sont ainsi utilisés pour maintenir le lac à un niveau de 80 cm. Une cote de référence établie en 1876. Aujourd'hui, on arrive à la limite de ce système-là. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de vouloir garder cette cote toute l'année. Il faut effectivement pouvoir faire varier le niveau du lac. Et ça, c'est ce qu'on appelle le marnage. C'est-à-dire le fait qu'on dise, pendant la période, par exemple, d'hiver, on stocke de l'eau. Pour effectivement la période d'été, si on a des étiages comme ceux qu'on a maintenant, pouvoir partir d'une cote suffisamment haute pour effectivement maintenir le débit qu'il doit y avoir dans le Thiou pour maintenir la vie aquacole dans le Thiou et dans le Fier et dans le Rhône, et évidemment être dans une situation plus facile pour les loueurs de bateaux, etc. Mais il faut qu'on ait cette autorisation de l'État. Le syndicat du lac d'Annecy, la ville et la direction départementale des territoires tentent donc de trouver des solutions pour éviter ces fluctuations du niveau du lac. Mais face à l'importance des changements liés au réchauffement climatique, le défi est de taille. Vous savez, si Trump, les Chinois, etc. continuent de faire n'importe quoi, et nous aussi en France, on ne sait absolument pas où on va. On est dans un système qui est sans doute aujourd'hui à peu près hors de contrôle. Au-delà du lac, tout le département et ses bassins versants sont concernés par cet épisode de sécheresse. Aucune précipitation significative n'étant prévue dans les 10 prochains jours, il pourrait bien encore s'aggraver. Et le Nord se mobilise contre le cancer. Dans le cadre d'Octobre Rose, la campagne de mobilisation contre la maladie, le plus grand soutien-gorge du monde, s'est dévoilé sous le dôme de la galerie marchande d'Auchan à Longnes, dans le Pas-de-Calais. Confectionné par 9 couturières d'une association d'insertion par le travail, il bat tous les records et attire tous les regards, ce qui était bien le but recherché en ce mois de mobilisation. Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord.
30 mètres de long, 34 mètres de tour de poitrine, ce sont les dimensions hors normes de ce soutien-gorge de 150 kg exposé dans la galerie marchande d'Auchan à Longnes. Le plus grand soutien-gorge du monde, forcément, ça attire et c'est tant mieux, car derrière tout cela, il y a un objectif, sensibiliser le plus grand nombre sur l'importance du dépistage du cancer du sein. Une femme sur deux reçoit un courrier, il le jette à la poubelle et ne fait pas sa mammographie. La politique de l'autruche, ça fait mal, on n'a pas envie de le faire, etc. Quel dommage. Si vous êtes dépisté à temps, mesdames, on peut vous soigner, on peut vous guérir, on peut vous garder longtemps. Cette idée, l'association Odomarose voulait la concrétiser depuis 4 ans. Et c'est grâce à Odoterie, une association d'insertion qui a un chantier école en couture, que le projet a pu voir le jour. On est un petit peu utopiste et on aime bien se lancer des défis, donc c'était quelque chose d'assez motivant et puis c'était l'occasion pour le coup de démontrer le savoir-faire des personnes en structure d'insertion en l'occurrence. Lise, Hélène et Aurélie sont 3 des 9 couturières en insertion qui ont participé au projet. Un vrai défi et 1200 heures de travail plus tard, un sentiment de fierté qui fait du bien. On est fiers d'avoir fait ça, les gens qui passent voient ce qu'on réalise ici. Le plus grand soutien-gorge du monde, c'est à la base un message de prévention. C'est aussi une mise en lumière du monde de l'insertion. Quand on dit qu'on est en insertion, on a vraiment l'air d'être en marge du monde du travail, alors que c'est complètement faux. L'insertion nous aide justement à revenir complètement dans le monde du travail et à y revenir au top. Et là, c'était tout à fait le côté intéressant, parce que c'était dynamiser complètement une équipe autour d'un projet, et d'un projet qui allait être médiatisé, donc pouvoir mettre la lumière sur l'insertion. La réalisation des couturières d'Odoterie reste visible jusque fin octobre dans le centre commercial. Odomarose, de son côté, réfléchit déjà à sa prochaine opération de sensibilisation. Une marche citoyenne pour le climat a réuni plusieurs milliers de personnes un peu partout en France ce week-end. En Martinique aussi, on se mobilise. Près de 60 personnes se sont rassemblées dans les rues de Fort-de-France. Le but, sensibiliser le grand public. Une petite déception, aucun échange n'a eu lieu avec les élus alors qu'ils souhaitaient leur remettre un rapport avec des propositions. Un reportage de Loïs Régis de Via ATV en Martinique. Une marche citoyenne entamée sous un soleil de plomb et avec le respect du code de la route en prime. Sans encadrement particulier, ils étaient plus de 60 à défiler dans les rues de Fort-de-France. Objectif, sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux climatiques et rappeler que les choses peuvent encore changer. Je me sens concernée, comme tout citoyen devrait se sentir concerné. Après, chacun fait comme il peut, avec ce qu'il peut. Je suis fortement sensibilisé par les problèmes de réchauffement climatique et qui ont des conséquences immédiates sur la Martinique, les sargasses et bien d'autres que nous n'avons pas encore bien évolué, la disparition de certaines espèces. La situation est quand même assez grave, mais qu'il y a quand même de l'espoir. Et il faut agir maintenant pour que les choses bougent et que tout ne soit pas catastrophique. Donc il y a de l'espoir, mais on n'a encore pas tellement de temps. Le mouvement citoyen est composé de particuliers, de représentants d'associations de défense de l'environnement. Un petit groupe aux idées claires, les organisateurs de la marche souhaitent rencontrer des élus et faire des propositions. Un rapport citoyen 1.5 avec un certain nombre de choses qui se passent dans le monde, avec les problèmes mais aussi les solutions qui sont en train d'être mises en œuvre pour donner les idées. Et on a également fait un petit texte sur ce qu'on pourrait faire immédiatement nous-mêmes en Martinique. Sur son trajet, le cortège a rencontré des Martiniquais qui avaient eux aussi un message. Un message qui n'aura pas été entendu par les élus, informés en amont de la mobilisation. Arrivé devant les grilles de l'ancien conseil général, le convoi a trouvé porte close. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui sont à notre service et pas l'inverse. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'élus présents pour qu'on puisse remettre ce document. Donc on est un petit peu déçus. On est quand même content parce qu'il y a du monde à la manifestation ce matin. Mais voilà, un peu déçus du fait qu'il n'y ait pas les élus. Une déception qui ne devrait pas ralentir l'élan de la marche citoyenne. Les organisateurs de la manifestation espèrent rencontrer des élus dès la semaine prochaine.
Mobilisation toujours, mobilisation contre la pollution. La métropole à Toulouse s'est engagée à mettre en place une zone à faible émission dans la ville rose d'ici fin 2020. Ce dispositif existe déjà à Paris et à Grenoble. Il vise à interdire de circulation les voitures les plus polluantes. Au contraire de la circulation alternée ordonnée par le préfet en cas de pic de pollution, cette initiative est plus contraignante car elle interdit plus longtemps, voire pour toujours dans certains cas, la circulation de certains véhicules. Geoffrey Priol pour Via Occitanie sur place. ZFE ou zone à faibles émissions, telle est l'appellation d'une zone urbaine dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Un label attribué par la certification Critères, mise en place dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. À Toulouse, la métropole s'est engagée le 4 octobre dernier à développer une zone de cette nature à l'horizon 2020. La zone à faible émission, ce sera un dispositif plus durable ou avec des périodes pendant lesquelles les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler. Un dispositif mis en place pour l'instant à Paris et Grenoble et que l'État souhaite étendre à d'autres métropoles avec un soutien financier estimé à 35 millions d'euros. À Toulouse, l'étude de la future ZFE prend en compte différents scénarios afin de tendre vers les projets les plus pertinents en termes de maintien de qualité de l'air et de santé publique. C'est un travail très méthodologique sur des scénarisations et des hypothèses. Nous allons simuler les baisses de réduction de vitesse et sur 3 scénarios phares, nous simulerons l'amélioration en termes de concentration puisqu'in fine, ce sont les baisses de concentration qui sont recherchées de façon à ce que nous respirons soit de bonne qualité. Les premières conclusions de cette étude sont attendues pour le premier semestre 2019. Toulouse Métropole s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On va parler à présent d'un miracle, ou qui pourrait le devenir, au cœur d'une friche industrielle à Docelles dans les Vosges. Un bâtiment s'est transformé en champignonnière. Un Vosgien s'est lancé il y a 5 ans dans la culture du shiitake, le champignon miracle. Une réussite qui attire la curiosité. Un reportage de Stéphanie Renaud pour Vosges Télévision, notre partenaire. Au cœur d'une friche industrielle à Docelles dans les Vosges, un bâtiment s'est transformé en champignonnière. Une trentaine de personnes a découvert ce lieu étonnant lors d'une visite proposée par l'Office de tourisme de Bruyères-Vallon des Vosges. Un Vosgien s'est lancé ici il y a 5 ans dans la culture du shiitake, le nom japonais d'un champignon que les francophones pourraient appeler lantin du chêne, le bois de chêne sur lequel justement il se plaît à pousser. Tout débute avec des bûches ensemencées au mycélium, la racine végétale du champignon. Ici, c'est les bûches après l'inoculation, donc qui restent en incubation pendant 1 année. Donc le temps que le mycélium se développe dans toute la bûche. Et là, on voit bien le mycélium qui déborde, du fait qu'il y a une grosse multiplication de mycélium. Donc il a débordé à l'extérieur de la bûche. Regardez, du coton. L'entrepreneur biologiste et forestier de formation a opté pour cette reconversion originale en investissant 50 000 €. Marco de Mâcon est devenu l'un des 4 producteurs européens de shiitake et il doit penser à voir plus grand. La demande mondiale est exponentielle. Elles sont loin, les 5 lignes de bûches du départ. Aujourd'hui, j'en ai 10 000. Et le projet est de monter jusqu'à 400 000 bûches. Mais comme je ne pourrais pas tout mettre dans ce bâtiment-là, je suis actuellement à la recherche d'une forêt d'à peu près entre 3 et 6 hectares pour implanter toutes ces bûches dans la forêt. Une culture sous dôme dans la forêt, le projet pourrait faire croître la production pour l'heure de 800 kg à l'année. La France découvre sur le tard les qualités gastronomiques et les propriétés médicinales du shiitake, qui renforcerait les défenses immunitaires. En Asie, on le cultive depuis des siècles. Le kilo de champignons frais est à 20 €, le pot de séché est au même prix. Dans le silence d'une ancienne papeterie, le shiitake a trouvé dans les Vosges une terre d'adoption, un savoir-faire qui pourrait bien faire du bruit à l'avenir. Voilà, tout de suite on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale avec Saveria Rojek dans un instant. À tout de suite. On démarre avec la réforme de l'école à la une de la Dépêche du Midi, Saveria. Et ce qui va changer dans cette réforme, Jean-Michel Blanquer présente aujourd'hui sa réforme pour une école de confiance. La Dépêche du Midi dévoile les principales mesures de cette réforme de l'école. Le texte vise notamment à rendre la scolarité obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019 contre 6 actuellement. Selon Jean-Michel Blanquer, ça va mettre l'accent sur l'école maternelle et l'acquisition du langage. Et l'enseignement toujours à la une de la Charente Libre, un des journaux du groupe Sud-Ouest. 14 collèges charentais
ont remplacé les notes par une évaluation par couleur, une méthode renforcée depuis 2016 et le socle commun. Les professeurs et les élèves semblent séduits, les parents un peu moins. Depuis 2 ans, les collèges doivent évaluer par compétences. 14 collèges ont donc banni les notes totalement. C'est un reportage à Angoulême. Et puis dans Paris, Normandie, c'est pas de médecine à 2 vitesses, c'est la santé ce matin. Notre santé est un engagement, pas de médecine à 2 vitesses. C'est l'engagement d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dans un grand entretien. Elle a passé une partie de la journée de samedi en Seine-Maritime chez les internes en médecine à Rouen, puis à la maison de santé de Croisy-sur-Andelle. Elle assure que l'État, il respectera ses engagements sur l'hôpital psychiatrique du Rouvray. Et un hôpital à la une de la Provence. Oui, un autre hôpital, un hôpital privé géant à Marseille, un établissement de 6 à 700 lits qui doit remplacer l'ancien collège Louis Armand à Saint-Barnabé dans le 7e arrondissement de Marseille. Les riverains du quartier sont inquiets. Le bâtiment fera une trentaine de mètres de haut avec un héliport. Des habitants qui ne décolèrent pas, ils ont décidé de réagir. Voilà, et on va les toucher là où ça fait mal, au portefeuille, l'absentéisme des élus à la une de Presse Océan, des journaux du groupe Ouest France. Le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire ont mis en place des sanctions pour les conseillers, les élus qui sèchent trop de séances. Résultat, certains ont perdu une bonne partie de leur indemnité. Le manque à gagner peut être conséquent, notamment pour les élus qui cumulent les mandats et les fonctions, des indemnités amputées de 10, 25, voire même 50% pendant un trimestre entier. Voilà, et on reste dans l'ouest de la France avec le Télégramme de Brest. Le Télégramme de Lorient, les Bretons qui adoptent le travail collaboratif. En Bretagne, de plus en plus d'indépendants, de salariés nomades, de start-up aux moyens limités choisissent de s'installer dans des espaces de coworking, ce qui permet de faire émerger de nouveaux rapports au travail. C'est à lire dans le Télégramme. Voilà, le Télégramme de Brest, édition Lorient. Voilà, les lignes du futur à la une de Midi Libre, l'autre grand journal d'Occitanie. SNCF Réseau promet 23 TGV par jour, pour la gare de Montpellier Sud, tandis que Toulouse vise l'ultra rapide. Et on va terminer avec la Voie du Nord et la toute nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. C'est Annabelle Varane, la jeune femme de 19 ans, n'est autre que la jeune sœur du champion du monde Raphaël Varane. Le défenseur des Bleus et du Real Madrid sera-t-elle la prochaine Miss France? Réponse, le 11 décembre prochain. Voilà, elle est à la une et en page 3. Merci beaucoup Savaria, à tout à l'heure pour la 3e partie de notre émission. Club de la presse dans un instant, Jean-Louis Picot, Jean-Michel Elvig. Bonjour Jean-Michel Elvig, comment allez-vous ce matin? On va très bien, merci. Du côté de Pau avec vous pour parler de la quiétude béarnaise de François Bayrou. Et puis avec vous Jean-Louis Picot ce matin, on va être face aux entrepreneurs. C'est une thématique régulière que vous avez dans l'édition Écho du Parisien le lundi. Aujourd'hui c'est Jean-Paul Agon, c'est le PDG de L'Oréal que vous mettez face à 4 entrepreneurs. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est qu'il se met à leur portée. Il répond à des questions toutes simples. Est-ce que vous embauchez des CDD, des CDI? Bon, il faut rappeler qui est Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, c'est un des numéros 1, le numéro 1 mondial de la beauté, de l'industrie. Du CAC 40, très important. De l'industrie du luxe. Oui, du luxe et de la cosmétique. Donc L'Oréal, qui travaille dans le monde entier. C'est le leader mondial avec des marques comme Garnier, Lancôme, Armani et j'en passe. Il y en a plus de 40. Donc vous posiez la question, oui, des questions toutes simples, parce que c'est le concept de ces faces aux entrepreneurs, d'avoir des grands patrons qu'on met en contact avec des gens qui sont eux aussi sur le terrain, confrontés à des problématiques de chefs d'entreprise. Et le partage d'expérience fait que ça devient très très enrichissant de part et d'autre, puisqu'en général, les grands patrons eux-mêmes sont très contents d'être au contact avec ces entrepreneurs. Alors en ce qui concerne Jean-Paul Agon, en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît assez peu finalement, même s'il a fait toute sa carrière chez L'Oréal. C'est ça qui est assez intéressant dans son cas et peut-être assez rare dans le CAC 40, c'est que cet homme, il a commencé à 20 ans chez L'Oréal et donc 40 ans plus tard, il a la direction du groupe
exemple, c'est le patron. Donc il a commencé en accompagnant à l'étranger, notamment en Grèce. Et puis il a eu plusieurs postes en Asie, en Chine, aux États-Unis. Voilà. Et finalement, au bout du compte, il se retrouve à diriger ce groupe, on l'a dit, qui est énorme. Et il connaît parfaitement les réalités du terrain. On revient aux entrepreneurs, mais pour le coup, il nous raconte qu'il a ouvert son premier magasin en Grèce et il raconte qu'il passait le balai. Alors, je ne sais pas s'il romance un petit peu, mais en tout cas, c'est assez amusant de voir l'évolution de cet homme qui, entre autres, j'en parlais, a lancé le marché de L'Oréal en Chine il y a une vingtaine d'années. Ils sont partis, ils étaient une dizaine de personnes et aujourd'hui, ils sont devenus numéro 1 avec 3 milliards de chiffre d'affaires par an. Alors, il répond donc à des questions, à des interrogations de 4 jeunes entrepreneurs qui viennent d'ailleurs d'un peu partout. J'ai vu qu'une jeune fille venait de l'Hérault, un des garçons des Hauts-de-Seine, un autre de Paris. Et oui, puis, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et puis la parfois Seine-et-Marne en région aussi. Et en Et voilà. Île-de-France. Et alors justement, il explique qu'en France, on embauche chaque année 900 personnes en CDI chez L'Oréal. Oui, dans tous les métiers. Alors beaucoup de. Alors le CDI, c'est encore ce qu'on a envie d'avoir, alors qu'au fond, le CDD parfois est peut-être plus utile aussi dans un cursus. C'est intéressant, oui, ça. C'est vrai que très souvent, on dit beaucoup actuellement que les jeunes, à la fois par choix, mais aussi par rapport à une réalité, qui est que justement, pour trouver un CDI, c'est pas toujours évident. Les jeunes sont des zappeurs en termes d'emploi aussi. Là, en l'occurrence, on parle de L'Oréal qui a une attractivité très très grande. Je crois qu'il nous donne un chiffre qui est de 1,6 million de demandes spontanées pour venir travailler chez eux dans le monde. Donc on sent encore une fois le côté prestigieux de la marque. Et donc pour un jeune qui rentre chez L'Oréal, c'est vrai qu'il y a sans doute des perspectives d'évolution et puis un côté, je le disais, prestigieux, même si il dit aussi qu'ils se font entre guillemets piquer des talents qui passent quelques années chez L'Oréal et puis qui après vont voir ailleurs pour travailler. Alors le secteur beauté, c'est 4 à 5% de croissance par an. Il faut le rappeler. Et puis, toujours dans vos pages ce matin, start-up, le palmarès de LinkedIn. Oui, alors LinkedIn, c'est le réseau social professionnel qui met les gens en contact, les gens qui cherchent du travail, mais également les entreprises qui embauchent. Et donc là, pour la première fois, LinkedIn a fait son classement qu'ils nous ont confié en exclusivité. On le voit à l'antenne d'ailleurs. On les remercie au passage. Donc là, ce classement, il concerne les startups, les jeunes entreprises qui proposent leurs activités. Et alors, il y a plusieurs choses qui se croisent dans ce classement. Il y a le recrutement, bien sûr, celles qui ont le plus recruté, mais aussi celles qui ont le plus échangé et qui ont fait l'objet de recherches de la part des personnes en recherche d'emploi. Donc tout ça fait que ces entreprises créent quelque chose, ont une réelle attractivité pour ces gens. Alors il y a deux choses qui ressortent, c'est les nouvelles technologies, bien sûr, notamment, qui sont en tête, avec ce qui concerne la finance, qu'on appelle la FinTech. Donc la FinTech, c'est à la fois les néobanques, mais aussi les services qui peuvent justement venir en aide aux entreprises pour la gestion de fiches de paye. C'est le cas de Payfit qui est le leader de ce classement. Numéro 1, leader. Numéro 1, ouais. Voilà. Donc c'est un classement qui regroupe regroupe 25 2, startups. C'est Snips et le numéro 3, c'est Conto. Donc néobanque, je parlais de ces entreprises, c'est le cas de Conto. Classement de palmarès au fond, de LinkedIn, des startups. C'est bien de mettre en avant le recrutement, ces startups qui créent de l'emploi très très vite. Je pense que c'est bien de les valoriser. Merci. C'est dans Le Parisien aujourd'hui, édition Écho. Alors l'inquiétude béarnaise de François Bayrou. Alors, il ne veut pas être ministre? On ne l'a pas proposé, c'est quoi? Il peut difficilement redevenir ministre dans l'immédiat, puisqu'il a quitté, on s'en souvient, son poste de ministre de la Justice à la suite de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les emplois fictifs dans son parti. Donc on le voit mal revenir tant que cette enquête, tant que la procédure n'a pas abouti dans un sens ou l'autre. Donc c'est un peu joué sur les mots. Effectivement, il ne va pas redevenir ministre. Cela dit, ça n'injurie en rien l'avenir. C'est vrai qu'il se plaît alors à Pau, qu'il y trouve, il le dit dans une interview de la République des Pyrénées, là dans un papier de la République des Pyrénées ce matin, il trouve que au fond c'est par le bon grain de livret que l'accessoire n'existe plus quand on est au contact des gens et que ce rôle de maire, c'est vrai. On peut difficilement lui contester son attrait pour le
le Béarn. Il y réside, il y a toujours résidé. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, la fonction de maire n'est pas de tout repos, mais la fonction de ministre, aujourd'hui, il y a quand même que des mauvais coups à prendre, ce qui d'ailleurs n'est pas sans rapport, peut-être, avec ce remaniement qui tarde. Le Béarn, c'est une terre politique de ministrable. Il y a quelques années, il y avait André Labarrère, qui était le maire de Pau, qui a été ministre des Relations avec le Parlement. C'est quoi on peut rebondir grâce à son enracinement territorial en Béarn, Jean-Michel Edvig. Il y a même une présidentielle où il y avait eu, je crois, 3 candidats qui étaient nés dans le Béarn, tout le moins, dont François Bayrou. Voilà, donc c'est une région très politique. Il y a beaucoup de mouvements citoyens. C'est une région très vivante. C'est pas une région d'extrémistes. Ni le Front National ni l'extrême gauche ils font fortune. Donc c'est une région politiquement très intéressante. Jean-Michel Edvig, éditorialiste à La République des Pyrénées. On vous retrouve évidemment en deuxième partie pour parler de votre édito aujourd'hui sur la Bavière. Nouveau bilan dans l'Aude depuis quelques minutes. Donc 3 morts dus aux orages et aux pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs heures dans ce département. Pour rappel, il est placé en vigilance rouge. Vous voyez sur ces images que c'est absolument terrible ce qui se passe dans l'Aude. Voilà, et justement, ça nous fait une transition toute trouvée pour aller regarder de près ce qui se passe du côté de la météo. C'est la météo des territoires dans un instant, puis l'invité politique de 8 heures de Territoire d'Info qui est Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. A tout de suite, mais regardons la météo. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, quelques minutes avant de recevoir le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, on va regarder justement ce qui se passe du côté du monde avec tout de suite le Zap Monde, ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé ces dernières heures, à commencer par ce qui s'est passé évidemment en Allemagne. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Naturellement, ce n'est pas un jour simple aujourd'hui pour la CSU. Nous n'avons pas obtenu de bons résultats. C'est même un résultat douloureux, même si nous devons encore attendre les résultats définitifs. Déroute également pour les sociodémocrates du SPD, autre partenaire gouvernemental d'Angela Merkel, crédité de moins de 10% des voix. Un double recul qui profite aux Verts. Le parti recueille 19% des voix. Et à l'AfD, le parti d'extrême droite fait une percée historique. Avec 11% des voix, il fait pour la première fois son entrée au Parlement régional. Elles ont les menottes, là, elles se trouvent à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Ça, par exemple, c'est la carte de séjour qui est délivrée au Maroc et ils avaient leur passeport aussi. Des immigrés en règle, mais expulsés comme des clandestins. Camille reçoit des photos comme celle-ci chaque jour, prises et envoyées par les migrants pour témoigner de ce qu'ils subissent. Rafles, violences, conditions de détention indignes.
ici dans le sous-sol du commissariat central de Tanger. Ça, c'est des bouteilles remplies d'urine, parce que les personnes n'avaient pas accès la nuit aux sanitaires. Le mot torture revient énormément souvent. Le GADEM, le groupe antiraciste pour les étrangers et les migrants, a enquêté des semaines durant, récolté des témoignages directs sur le terrain. Qu'elle soit acquittée ou non, c'est la mort qui semble attendre Asia Bibi. Cette Pakistanaise, mère de 5 enfants et chrétienne, dénoncée pour avoir bu l'eau du puits de son village. À ceux qui lui reprochaient de l'avoir salie, elle avait rétorqué que l'islam n'était pas sa religion. Un blasphème pour ces milliers d'extrémistes qui manifestent régulièrement depuis 2010 pour exiger la peine maximale prévue, la mise à mort. La Cour suprême et les autorités pakistanaises se trouvent désormais face à ce terrible dilemme. Libérer Asia Bibi au péril de sa vie et au prix de violentes manifestations ou confirmer sa condamnation à mort. Un génocide, c'est quand même une sale histoire, c'est compliqué, c'est très politique. Et c'est pour cela que ça tarde. Mais on va vers les 25 ans. Et de la vie de plusieurs Rwandais, le moment est venu pour que la France puisse accepter, en tout cas son implication, pour qu'on puisse aller de l'avant.